Ils ne sont pas obligés d'adhérer. Si le Togo ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, il peut au moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Ghana ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, le Ghana peut passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Tchad ne peut pas adhérer à l'AES parce qu'il ne peut pas remplir les 3 critères, hein, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux, il peut au moins, le Tchad, passer un accord de partenariat stratégique privilégié avec l'AES. Et quels sont les piliers de l'Alliance des États du Sahel? Moi, je suis un lecteur des textes fondamentaux, je vous les résume. L'Alliance des États du Sahel a été fondée pour défendre les intérêts souverains, la souveraineté africaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont rassemblés dans cette alliance avec pour objectif la défense de la souveraineté. C'est-à-dire du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes, des États africains, d'être les seuls et uniques décideurs de l'orientation de leur destin. Premier élément fondamental de l'AES, principe de souveraineté. Or, c'est justement l'élément que l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC ne respectent pas. Ce sont des organisations aliénées. Deuxième élément fondamental de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des États qui ont décidé que le partenariat stratégique, le partenariat géopolitique, géostratégique international des États africains ne serait plus dicté par les anciennes puissances coloniales comme la France, ou comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais seront décidés souverainement par les États africains eux-mêmes. Donc, le deuxième principe de l'Alliance des États du Sahel, c'est la liberté de choix stratégique. Et notamment, l'Alliance des États du Sahel s'est bâtie sur le choix stratégique suivant. Les Africains sont déçus de l'Union africaine. Ils sont déçus de la CEDEAO. Ils sont déçus de la CEMAC. Toute mascotte au service d'intérêts étrangers est incapable de résoudre les crises africaines. Tenez, la CEDEAO, créée depuis 1975, a été incapable de construire une force commune pour combattre le terrorisme. Mais elle a tenté plusieurs fois ces dernières années d'assassiner certains pays d'Afrique de l'Ouest pour faire plaisir au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Tout pays africain peut-il devenir membre de l'Alliance des États du Sahel, créée à partir du 16 septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Tout pays peut-il en être membre? Cette question se pose dans un contexte où on observe que les Africains sont déçus des organisations politiques sous-régionales et continentales traditionnelles. En Afrique de l'Ouest, la déconfiture de la CEDEAO est un secret de polichinelle. Cette organisation a montré ses limites dans la protection des intérêts vitaux des peuples ouest-africains et elle est vomie par les opinions ouest-africaines parce que, se mettant au service des intérêts néocolonialistes français et impérialistes occidentaux, cette organisation s'est mise à réprimer les peuples africains pour les soumettre aux intérêts des puissances étrangères, anciennement négrières, coloniales et nouvellement néocoloniales et impérialistes. Au désaveu de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest correspond le désaveu de la CEMAC en Afrique centrale, une autre organisation détestée et détestable de valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, incapable de concevoir un véritable pas vers la pleine souveraineté des anciennes colonies, françaises, de l'Afrique équatoriale dite française. Organisation qui rassemble les pires despotes d'Afrique centrale, fraudeurs aux élections, truqueurs de constitution et brutaliseurs de leur peuple. Le désaveu des Africains envers la CEDEAO, le désaveu des Africains envers la CEMAC ou même la CEAC est encore plus retentissant concernant la plus importante organisation politique continentale, à savoir l'Union africaine, héritière de l'ancienne organisation
de l'unité africaine. L'Union africaine est rejetée massivement par les opinions africaines parce que c'est une organisation de pure figuration, une organisation qui ne sert à rien, qui ne résout aucun problème africain, une organisation qui n'est même pas autonome dans son mode de fonctionnement, car incapable de se financer elle-même, une organisation qui se permet d'admettre dans ses instances des puissances du Moyen-Orient, comme Israël, d'admettre dans ses instances la présence des puissances de l'Union européenne, une organisation ouverte aux quatre vents, espionnée et dont le moindre conclave est immédiatement maîtrisé par l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, maîtrisée par les puissances du Moyen-Orient. Une organisation ouverte aux quatre vents et par conséquent inutile aux Africains, même si elle continue de jouer le rôle de semblant de socle de l'unité africaine. Les Africains sont déçus de l'Union africaine. Ils sont déçus de la CEDEAO. Ils sont déçus de la CEMAC. Toute mascotte au service d'intérêts étrangers est incapable de résoudre les crises africaines. Tenez, la CEDEAO, créée depuis 1975, a été incapable de construire une force commune pour combattre le terrorisme. Mais elle a tenté plusieurs fois ces dernières années d'assassiner certains pays d'Afrique de l'Ouest pour faire plaisir au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Incapable de combattre le terrorisme qui menace toute la sous-région, la CEDEAO a tenté plusieurs fois d'écraser certains pays, notamment les pays dans lesquels a été affirmée la volonté des peuples africains à s'assumer comme étant des peuples souverains. Prenez la CEMAC en Afrique centrale, incapable de construire une monnaie commune sous-régionale africaine, de sortir du joug colonial et néocolonial du CFA, incapable de construire une armée intégrée d'Afrique centrale pour combattre le terrorisme, incapable de converger sur le terrain politique, ne serait-ce qu'en matière de transparence financière, de transparence électorale, en matière de transparence dans la gestion des droits humains. La CEMAC est en réalité un grand machin de trop. Dans cet océan de tristesse et de misère, dans cet océan de déception infinie et de désaveu, de désespoir des Africains concernant leurs organisations régionales et continentales, a émergé une espérance. Lorsque le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel a été créée en contrepoint, en opposition à ce qui précisément nous désespère dans l'Union africaine, dans la CEDEAO et dans la CEMAC. Qu'est-ce qui nous désespère dans l'Union africaine, dans la CEDEAO et dans la CEMAC? La CEMAC, nous Africains, épris de liberté, de dignité, de prospérité, de souveraineté légitime. Ce qui nous désespère d'abord, c'est que ce sont des organisations qui privilégient les intérêts étrangers à l'Afrique aux intérêts de l'Afrique. Donc, ce sont des organisations extraverties, aliénées. L'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC. Première raison, ce ne sont pas des organisations au service prioritaire des peuples africains, mais au service des intérêts étrangers qui les contrôlent. La deuxième raison, c'est que ce sont des organisations qui n'hésitent pas à nuire aux peuples africains, à se retourner contre les peuples africains, à servir de couteau pour le néocolonialisme et l'impérialisme contre l'Afrique. Deuxième raison. Troisième raison, ce sont des organisations qui brillent par leur imposture morale, parce que les principes qu'elles proclament sont exactement le contraire de leurs pratiques. Voilà pourquoi elles sont insupportables aux Africains. Voilà pourquoi les Africains les ont vomis. Elles font le contraire de ce qu'elles disent. Elles parlent de démocratie. La plupart des pays membres de la CEDEAO, membres de la CEMAC, membres de l'Union africaine ne respectent pas les principes démocratiques. Elles parlent de bonne gouvernance. La plupart des pays membres de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC ne respectent pas les fameux principes de la bonne gouvernance. Elles parlent de droits humains, de respect du pluralisme, du respect de l'état de droit. Ça, c'est ce qu'elles disent. Dans la pratique, la plupart des pays membres de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, sont des mouroirs pour les droits humains.
Voilà les raisons pour lesquelles, lorsque l'Alliance des États du Sahel a émergé, les Africains tous ensemble se sont tournés pour regarder la naissance de cette étoile. Les Africains se sont tournés vers l'Alliance des États du Sahel pour voir enfin quelque chose d'autre, de radicalement autre qui commençait. Et quels sont les piliers de l'Alliance des États du Sahel? Moi, je suis un lecteur des textes fondamentaux, je vous les résume. L'Alliance des États du Sahel a été fondée pour défendre les intérêts souverains, la souveraineté africaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont rassemblés dans cette alliance avec pour objectif la défense de la souveraineté, c'est-à-dire du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes, des États africains, d'être les seuls et uniques décideurs de l'orientation de leur destin. Premier élément fondamental de l'AES, principe de souveraineté. Or, c'est justement l'élément que l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC ne respectent pas. Ce sont des organisations aliénées. Deuxième élément fondamental de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des États qui ont décidé que le partenariat stratégique, le partenariat géopolitique, géostratégique international des États africains ne serait plus dicté par les anciennes puissances coloniales comme la France, ou comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais seront décidés souverainement par les États africains eux-mêmes. Donc, le deuxième principe de l'Alliance des États du Sahel, c'est la liberté de choix stratégique. Et notamment, l'Alliance des États du Sahel s'est bâtie sur le choix stratégique suivant. Il est hors de question de combattre le terrorisme en s'associant aux alliances militaro-politiques qui l'ont installé. Et de façon notoire, l'AES a été créée pour contrer l'hégémonie de l'OTAN sur le peuple africain. Car c'est l'OTAN qui est responsable de la grande déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le saccage de la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, l'invasion du Sahel par les organisations terroristes créées par les puissances otaniennes au Moyen-Orient et la volonté de recolonisation militaire économique du continent pour en faire un réservoir ad vitam aeternam des matières premières stratégiques dont l'industrie occidentale a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et ça, c'est le deuxième principe, la réorientation stratégique, la rupture avec l'hégémonie de l'OTAN et de tous ses États membres sur le continent africain. Troisième principe fondamental de l'Alliance des États du Sahel, le principe de la défense des intérêts vitaux des peuples africains. La défense des intérêts vitaux. C'est-à-dire que l'AES part du principe que dans toutes les situations qui vont se présenter, les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés et nigériens sont prioritaires dans les choix du gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de choisir quelque chose qui sacrifie les intérêts de son peuple. Voilà les trois principes de la trilogie mentale de l'AES. Ce sont ces principes qui guident la politique du général d'armée Assimi Goïta, président, du Mali. Ce sont ces principes qui guident la politique du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Ce sont ces principes qui guident la politique du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. Voilà dans quelle direction il marche. Et c'est un rappel qui est extrêmement important parce que celui qui oublie les trois principes de la trilogie fondamentale de l'AES n'est pas capable de répondre sérieusement à la question. Il n'est pas capable de répondre sérieusement à la question à quelles conditions. Il n'est pas capable de répondre sérieusement à la question à quelles conditions est-ce qu'on peut en effet réaliser, à quelles conditions on peut réaliser une adhésion à l'AES. Il ne peut pas répondre à cette question. Celui qui n'a pas fait face à cette question. Partagez massivement ce direct, mes chers amis. Partagez-le massivement. N'hésitez pas à le partager massivement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce rappel du contexte, on peut examiner sérieusement la question, tout pays africain peut-il adhérer à l'AES? Dans un premier moment, moi je dirais, on serait tenté de dire, en effet,
que tout pays, eh bien, tout pays africain a la possibilité d'adhérer à l'AES. On serait tenté de le dire. Pourquoi? Parce que l'AES est une organisation africaine. L'AES est une organisation basée en Afrique. Et que dans ces conditions-là, en effet, l'AES peut, à tout moment, intégrer tout pays qui, justement, partage cette proximité géographique d'être un pays africain. A priori, on pourrait aussi dire que l'AES est une organisation au service de la cause panafricaine. Et à ce titre, c'est une organisation qui est donc ouverte à apporter le meilleur d'elle-même à tout Africaine, à tout Africain dans le monde. Par conséquent, qu'elle serait ouverte à tous les pays africains. Un troisième principe, à partir de ce panafricanisme de l'AES, peut dire que tout pays africain peut adhérer. Et d'autant plus que l'AES elle-même, à travers ses dirigeants, a plusieurs fois fait appel, a plusieurs fois indiqué qu'elle était une alliance ouverte à l'intégration de nouvelles forces. Mieux, quatrième argument, on pourrait penser que tout pays africain peut adhérer à l'AES parce que c'est même dans l'intérêt de l'AES de grandir. Si l'Alliance des États du Sahel pouvait rassembler tous les pays, par exemple, du Sahel et tous ceux du Golfe de Guinée, elle deviendrait de facto la plus puissante alliance politique du continent. Elle pourrait même être plus efficace que l'Union africaine. Donc, quelque part, dans la première partie de notre analyse, on dira volontiers que c'est dans l'intérêt, eh bien, des pays de l'AES, c'est dans leur intérêt bien compris que les autres pays y adhèrent, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le premier point. Pourtant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, de mon point de vue, il n'est pas vrai que tout pays africain peut adhérer à l'AES. Et c'est mon raisonnement en deuxième partie. C'est le raisonnement en deuxième partie que je vais vous proposer maintenant. Dans la deuxième partie de cette dissertation de géopolitique et de géostratégie, je démontre que tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Il ne suffit pas d'être un pays africain, de partager avec l'AES une certaine proximité géographique, d'avoir le désir d'adhérer à l'AES, ou éventuellement d'être un pays qui pourrait apporter un plus à l'AES pour être membre de l'AES. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les trois pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces trois conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement, entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà le premier point. Deuxième élément important. Pour adhérer à l'AES, il faudrait qu'on soit un pays qui a reconquis sa liberté de choix stratégique, de choix de partenaires stratégiques. Un pays qui ne peut pas librement coopérer avec la Chine, avec la Russie, sans devoir obéir aux oukases des pays de l'OTAN, ne peut pas adhérer à l'AES. Un pays qui prétend être l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES, parce que tout le monde n'est pas l'ami de l'AES. J'entends les diplomates de plusieurs pays, plutôt favorables à l'AES, prétendre que eux, ils sont les amis de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES, parce que l'AES n'est pas l'ami de tout le monde. Les principes choisis par l'AES, la souveraineté, la liberté de choix stratégique, le principe de la liberté d'orientation, ces principes-là, d'accord? Ces principes ne peuvent pas précisément se traduire par une adhésion à l'AES quand ils ne sont pas respectés par un pays. Un pays qui n'a pas
choisi le principe de souveraineté, le principe de liberté de choix de partenaires stratégiques, le principe de défense des intérêts vitaux de son peuple, ce pays-là n'est pas prédisposé à adhérer à l'AES. Donc, par exemple, si vous avez les conseillers militaires israéliens, les conseillers militaires américains, les conseillers militaires français, britanniques, l'Union européenne est installée dans tout votre appareil de sécurité, quelle adhésion pouvez-vous avoir avec l'AES? Si ce n'est pas une adhésion pour récupérer les renseignements stratégiques de l'AES et les donner à des puissances qui ont décidé la perte de l'AES. C'est la question que doit se poser tout pays qui veut adhérer à l'AES. J'entends parler par exemple le Togo, j'entends parler maintenant de plus en plus du Ghana, j'entends parler de plus en plus du Tchad. Voilà 3 pays qui doivent se poser les questions suivantes. Avons-nous choisi, dans tous les domaines, avons-nous choisi d'aller vers la souveraineté? Ce sont des pays qui doivent se poser la question suivante. Avons-nous compris que quand on adhère à l'AES, on ne peut pas être l'ami de tout le monde? Parce qu'il y a des puissances dans ce monde qui ont juré la perte de l'AES. On ne peut pas être l'ami des puissances qui ont dit on va les punir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous ne pouvez pas être leur ami d'un point de vue géopolitique et géostratégique et être membre de l'AES. Et ça, c'est la vérité que l'on doit au Togo, que l'on doit au Tchad, c'est la vérité qu'on doit au Ghana. Parce que quand vous décidez d'adhérer à l'AES, vous savez que vous rentrez dans le collimateur du néocolonialisme français, dans le collimateur de l'impérialisme occidental, vous entrez dans le collimateur, vous rentrez dans le collimateur de toutes les puissances qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'une puissance souveraine au cœur du Sahel. Et vous ne pouvez pas dire, je vais être l'ami de tout le monde, mais je veux être membre de l'AES. C'est un énoncé absurde. C'est un énoncé absurde. Troisièmement, quand vous adhérez à l'AES, vous adhérez au principe de la défense des intérêts vitaux de votre peuple. Les intérêts de votre peuple passent avant les intérêts d'une quelconque puissance autre. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez plus être compatible avec tout le monde quand vous adhérez à l'AES. Car cette adhésion suppose que vous vous engagez dans le combat pour la décolonisation réelle de l'Afrique. C'est une adhésion combattante. C'est une adhésion de résistance. C'est une adhésion de libération. On ne peut donc pas essayer de ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas essayer d'un côté d'être membre de la CEDEAO et de l'autre côté d'être membre de l'AES. On ne peut pas essayer d'un côté de faire ami-ami avec le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, et dire qu'on veut entrer dans l'AES. Ce n'est pas possible. Il y a une contradiction flagrante. Et ce serait imprudent de la part de l'Alliance des États du Sahel d'accepter une adhésion d'un pays qui ne remplit pas les 3 critères de la trilogie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ont de la sympathie pour l'AES, mais ils peuvent passer, on va dire, des alliances souples avec l'AES. Ils peuvent passer des conventions avec l'AES. Ils ne sont pas obligés d'adhérer. Si le Togo ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, il peut au moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Ghana ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, le Ghana peut passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Tchad ne peut pas adhérer à l'AES parce qu'il ne peut pas remplir les 3 critères, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux, il peut au moins, le Tchad, passer un accord de partenariat stratégique privilégié avec l'AES. Et il me semble que c'est cette 3e hypothèse qui répond pour le moment à la situation de pays comme le Togo, le Ghana ou le Tchad. Ces pays ne remplissant pas encore les 3 critères de convergence fondamentaux qui sont à l'origine de la création de l'AES, ils ne peuvent pour le moment qu'avoir un partenariat privilégié avec l'AES. Mais ils ne peuvent pas encore adhérer. Ce serait une faute, à la fois, à mon sens, des dirigeants de l'AES et en fait une forfaiture de la part des dirigeants de ces pays qui n'ont pas encore rempli les critères d'organiser une adhésion dans des conditions non remplies. Donc, je conclue en disant, tout pays africain ne peut pas être membre de l'AES. Pourquoi? Parce que tous les pays africains n'ont pas choisi la politique de la trilogie. Souveraineté, liberté de partenariat stratégique, défense des intérêts vitaux. Un pays africain qui s'achemine vers cette politique peut à tout le moins
passer un partenariat privilégié avec l'AES. Et c'est la situation aujourd'hui du Togo, c'est la situation possible du Tchad, c'est la situation possible du Ghana. Pour ma part, en tant qu'analyste politique, ces trois pays dont on nous parle de plus en plus peuvent seulement, pour le moment, passer un partenariat privilégié avec l'AES. Ils ne peuvent pas encore adhérer, car ils ne remplissent pas encore les trois critères de convergence qui unissent et qui soudent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà la démonstration. Voilà la démonstration que je voulais vous exposer dans mon éditorial de ce vendredi 17 janvier 2025. Donc ma réponse est là. Tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Encore faut-il que ce pays remplisse les trois principaux critères de convergence de l'AES. Les pays qui ont de l'amitié pour l'AES, mais qui ne peuvent pas remplir ces critères de convergence, peuvent cependant passer des accords de partenariat privilégiés. Donc pour le moment, je suggérerais modestement, car je n'ai pas de pouvoir de décision, je suggère modestement qu'il y ait des accords de partenariat privilégiés entre l'AES et le Togo, entre l'AES et le Ghana, entre l'AES et le Tchad, en attendant que ces trois pays et tout autre pays qui veut vraiment adhérer à l'AES s'aligne parfaitement sur les trois grands critères de la trilogie fondamentale de l'AES, à savoir le critère de la souveraineté, le critère de la liberté de partenariat stratégique et le critère de la défense des intérêts vitaux. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Toute adhésion précipitée à l'AES est un danger pour l'AES. Un pays qui n'a pas encore rempli correctement les critères de convergence va s'avérer être une taupe à l'intérieur de l'AES pour transférer des informations stratégiques, des informations tactiques aux puissances ennemies de l'AES. De ce point de vue, j'ai confiance en la lucidité, j'ai confiance en la vigilance des trois grands gouvernements, des trois grands dirigeants de l'AES. Les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ne sont pas tombés d'une pluie avant-hier. Ils ne s'en laisseront point compter. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.